Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et comme promis, je vais faire cette vidéo justement que je suis en train de faire actuellement, sur un target classique, et je vous le montre tout de suite sans trop vous faire tarder. Donc un target classique sur Undertaker This Is My Hard, et Mick Foley Arnold's Chip Up. D'ailleurs le nom Arnold's, c'est comme le nom de la pochette de Chris Benoit, et que vous le saviez peut-être ou non, mais en tout cas au moins vous le saviez déjà si je vous le dis cette information là. Et lorsque j'ai regardé le DVD en lui-même, car d'ailleurs on va voir ça, que c'est en anglais et qu'il dure 6h09, 07 pardon. Donc voilà, toute la liste du programme. Alors tout ce que je sais, c'est que les deux DVD sont des documentaires. Oui, des petits documentaires, que ce soit avec Undertaker en mode motard, mais sinon, voilà, j'ai pas d'autres questions et d'autres sujets à dire, si ce n'est que tout ça, c'est des documentaires. Et là, c'est une interview en bonus avec les matchs. Donc, je m'attaque directement à Undertaker This Is My Hard, The Beginning. Ça, je crois, c'est quand il parle de son nouveau personnage de l'Undertaker de l'époque. Oui, car il avait accepté de cette gimmick-là, Undertaker, en jouant un mort-vivant qui est quasiment sans émotion, sans réaction, ni même très, on va dire, très dangereux, on va dire, un personnage qui faisait peur pour l'époque. Donc ça, c'était le commencement. Ensuite, après, l'histoire tourne autour de ça. L'histoire avec la trahison avec Paul Bearer, quand il avait recruté Mankind, Paul Bearer. Ou encore l'apparition de Kane. Oui, l'apparition de Kane. Et après que ça passe directement au centre du titre mondial, des titres de Stone Cold Steve Austin, il commence à devenir de plus en plus heel, de chez heel, et à se forger un nouveau personnage, qui est The Darkness, pardon. Donc le roi des ténèbres, ou le prince des ténèbres, appelez ça comme vous voulez. Eh il a même formé une faction au nom de son personnage. En même temps, avec le côté dark qu'il dégage, c'est sûr, c'est sombre. Tout est sombre. Presque limite satanique. Mais bon, ça, je n'en parle pas trop. Jusqu'à ce qu'il se reblesse et qu'il n'était pas présent lors de WrestleMania 2000 pour combattre. Et que un peu, je sais pas si un peu plus tard dans l'année, mais je sais bien qu'il fait son retour, mais en mode American Badass. Donc un nouveau look de gimmick qui lui colle aussi dans la vraie vie. Donc le côté biker, il ne s'en cache pas du tout, car c'est lui aussi dans la vraie vie. In Texas, si je crois bien, c'est quand on va dire, il fait la promotion de WrestleMania 17 au Texas, je pense. Ouais, donc je l'ai vu il y a 2 jours, donc excusez-moi si ça m'arrive de me faire des erreurs, mais j'essaie de récapituler ce qu'il est, malgré que j'ai pas non plus trop suivi. Et par contre, je remarque qu'il y a les mêmes matchs que j'avais déjà notés auparavant. Donc tout cela sera en description, et pareil pour la plupart de Mick Foley. Au moins vous êtes avertis. La rivalité contre la famille McMahon, je pense. Ouais, parce que Rivalry, je pense que c'est ça. Peut-être avec Kane, mais sauf que ce n'est pas avec Kane, juste pour le coup. Mais bon, ça parle de rivalité auquel il a on va dire... oh, je sais plus comment je dois dire, tellement que j'ai du mal à m'exprimer correctement ces temps-ci, alors que j'essaie d'être clair. Bref, on va dire qu'il est rentré en conflit avec la plupart des personnes, bien sûr par les caméras, hein, et pas dans la vraie vie. My Hard, donc mon territoire. Et d'ailleurs, This Is My Hard va être repris par Roman Reigns lorsqu'il sera en mode Empire Roman.
This is my world now. Donc il a pris ce nom-là. Il a pris ce genre de petit catchphrase, même si pour l'Undertaker, l'air de dire This is my heart n'a jamais été son principal catchphrase. Ça n'a jamais été le cas, so far. Et ben ça conclut ici. Je crois qu'il nous tease des images quand il nous fait des Last Ride Powerbomb, avec le clip, justement, avec le clip. Et ça conclut toute l'intégralité de son DVD, d'ici, pour le documentaire. L'interview, ben, il n'y a rien de spécial, si ce n'est qu'il a parlé de tout et de rien, et que j'avais dû obligé de le skipper pour éviter de me prendre la tête. Pas parce que je veux pas apprendre tout de lui, faut pas croire que j'ai dit ça. C'est juste que... Ah, trop long. Et que j'ai pas non plus que ça à déguster. J'ai pas d'autre réponse à vous dire. Mais c'est pas grave. Passons au match. Donc, le premier match à In Your House Bad Blood, le 5/10 en 1997. Donc, c'est en octobre 97, si on peut appeler ça comme ça, même si j'ai dit 97, mais on sait bien que c'est 97. Où est-ce qu'il affronte Shawn Michaels. Un match qui a été noté 5 étoiles et que j'ai beaucoup trop dit. Oui, j'ai beaucoup trop dit, que je sais que Shawn Michaels fait l'effrayé devant l'Undertaker, alors qu'il cherche désespérément à fuir la cage. Et il se défend quand même, malgré tout, il se défend, même pour un court instant, car après ils vont réussir à s'échapper de la cage, si je crois bien. C'est Shawn Michaels ou l'Undertaker qui met KO un caméraman et que le pauvre, il est totalement HS. Et qu'ils ont quand même sorti de la cage à un coup que les deux catcheurs sortent de la cage. Et que c'est là où Shawn Michaels va finir en sang. Oui. Et que ça va même aller en haut de la cage jusqu'à ce qu'il y ait un spot où il y a la table des commentateurs qui va s'effectuer entre Shawn Michaels et Undertaker. Lorsque Shawn Michaels voulait s'enfuir, eh ben, il se fait piétiner les mains jusqu'à même tomber sur la table. Et après ça, ben, ça continue un passage à tabac. Il va morfler, Shawn Michaels, oui, il va morfler de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il va se prendre un coup de chaise. Et si je crois bien, ben, les lumières s'éteignent avec les flammes, je pense. Et que c'est là où Kane fait ses débuts officiels, en arrachant même la porte de la cage et en faisant un Tombstone Piledriver sur l'Undertaker pour laisser Shawn Michaels remporter la victoire, alors qu'il était mal en point. Donc, c'est victoire de Shawn Michaels, ce match-là en description. Vu comment j'avais déjà dit et trop dit dans le coffret de Hell in a Cell et de Undertaker lui-même, je pense. J'en suis pas sûr, mais voilà, j'ai tellement trop dit. J'ai trop dit. Et du coup, entre les deux frères, eh bien, ils vont s'affronter à WrestleMania 14, le 29/3 en 1998. Voilà, au moins vous le savez déjà. Et que ce match, ben, c'était match frère contre frère, entre monstres qui se comprennent. Et que Kane voulait briser, entre autres, la street, même si ils n'ont pas, on va dire... encore annoncé que c'était une streak de victoire, donc la série de victoires. Oui, je sais, j'ai dit la street, alors qu'on n'est pas dans la street des checkers. Ce serait trop drôle de dire ça, mais je l'ai dit sans me rendre compte. Je me rappelle qu'il aura fallu de 3 tombstones pour en venir à bout de Kane. Oui. Donc à WrestleMania, c'est lui le plus imbattable. Et que personne n'arriverait à le battre. Jusqu'à ce que vous savez la suite. Mais bon, je vais pas faire toute une histoire. Voilà, c'est conclu. Et j'ai déjà trop dit. Et j'ai presque envie de mettre fin à la vidéo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. On continue. Donc, encore leur match à leur fin... à Unforgiven, pardon. Le 26/4 en 1998. Ou 98, si vous préférez. Donc, ça conclut avec un Inferno match. Donc, c'est là où il y a le ring entouré de flammes.
Donc après quelques échanges, après quelques grosses prises, et une petite tension qu'il y avait, une petite tension de frayeur, même de chaleur des fois. Et c'est pas pour vous mentir, des fois il y a énormément de chaleur qu'on se dit, même quand on regarde, eh ben, on a chaud, en même temps c'est parce que tout est fermé, que ce soit une fenêtre, les portes, bref, tout est chaud, et qu'il y a quelqu'un qui allumait le chauffage. Donc ça c'est un petit truc bébête, hein. Sachez-le, c'est un truc totalement bébête. Et que si je crois bien, l'Undertaker fait passer par-dessus la troisième corde Kane pour que celui-ci, ben, soit il monte, soit il se dégage. Et ben, il avait décidé de se dégager, mais sauf que Vader l'attaque, il attaque, il agresse, il agresse, il agresse, jusqu'à ce que l'Undertaker, il fait un topé suicidaire sur Kane et Vader. Paul Bearer, ben, il tire la chaise de l'Undertaker alors que celui-ci avait pris une chaise. Ce dernier part à sa poursuite et ça va se conclure cette petite affront entre l'ex-manager et le catcheur par une grosse caisse de batterie. Et aussi, il va lui faire bouffer le micro. Et maintenant, il s'occupera de Kane. Il va s'occuper justement. Kane, il donne un petit coup, mais sauf que l'Undertaker donne un big boot sur l'épaule droite de Kane et que ce dernier finit en flamme. Parce que celui-ci a touché le feu. J'allais dire le Big Show, mais non, c'est l'Undertaker. Je suis vraiment demeuré des fois. Mais en description, comme j'ai dit, de toute façon, les matchs là seront en description. Et maintenant, contre Kurt Angle. Le 23 du 7 en 2000. Oui. Eh ben, on peut s'attendre à du bon catch. D'ailleurs, c'est pas, on va dire, si dégueulasse que ça. Car ils veulent aller dans le catch que ce soit pur et dur, ou dans le catch normaux. Comment on va dire, pour moi, tout est simple, tout est normaux. Mais c'est pas non plus évident. J'avais regardé ça, un petit court laps de temps, mais de toute façon, j'ai déjà fait la review sur Folly Lodi de 2000. Donc, si jamais je le trouve, je saurai qui est le vainqueur, mais peut-être, je dis bien peut-être que c'est victoire de l'Undertaker grâce à un Last Ride Powerbomb. Et que je me rappelle des petits, on va dire, stories comme quoi Kurt Angle se foutait royalement de l'Undertaker. Parce que ce dernier roule en moto de motard, tandis que lui il roule en petit scooter avec un tout petit casque. Bref, de quoi on va dire faire chier le Deadman. Et qu'il aura réussi son coup. Il aura réussi son coup, mais il faut pas trop l'énerver à ce point-là. Absolument pas, faut pas l'énerver. Bon, dans le match, je sais que Kurt Angle s'est très bien défendu, notamment en faisant des Angle Slam, tentative de Ankle Lock, mais ça ne vient pas justement au-delà des limites de l'Undertaker. Car l'Undertaker a la lucidité de continuer un match, que ce soit pour perdre ou gagner, et que ce soit en souffrance et non souffrance, mais il arrive à conclure avec un Last Ride Powerbomb. Donc on va dire c'est victoire de Kurt Angle. Si je me trompe, eh ben, je vais voir dans l'ancienne vidéo que j'ai fait. Oui, parce que après des mois et des mois, même si ça fait qu'un an, j'ai un petit peu, on va dire, redoublé d'efforts de me rappeler de ce qui s'était passé. Car ces temps-ci, je n'arrête pas de me bouger chez moi. Et que c'est pour ça que je ne suis pas non plus très concentré dans ce que je regarde. Et que si jamais je dois, on va dire, remater, eh bien, il faut que je... Vous voyez, allez, je dois, on va dire, aller changer de jour pour faire une vidéo. Parce que ça prend du temps. Et j'ai pas envie non plus de vous embêter ni vous ennuyer. C'est juste quand je veux promettre quelque chose, je le fais par soit communiqué. Mais ça m'arrive de reporter ma vidéo dans un autre jour. Ça m'arrive tout ça. Donc voilà, j'ai assez dit sur ce match. Et maintenant, à WrestleMania 17, en 2001, donc le
1er du 4 en 2001 contre Triple H. Leur premier affrontement à WrestleMania, qui a eu lieu chez l'Undertaker justement, et que Triple H voulait se faire directement l'Undertaker à le battre chez lui et même à WrestleMania. Mais sauf que ça ne va pas suffire et porter chance à Triple H. Même si je crois qu'il a tenté des ruses comme ça, quelque chose entre guillemets, et que je me rappelle qu'ils avaient été dans un genre de décor où il y a les petits échafaudages, pardon, auxquels ils vont se battre, et que je me rappelle que l'Undertaker va faire un chokeslam sur Triple H en le faisant tomber de haut, alors qu'il y avait un autre petit décor en mousse qu'on voyait bien, qui était fort visible, et que si je crois bien, l'Undertaker se jette sur lui, et après ça, ça va se poursuivre dans le ring. Oui, ça se poursuit dans le ring. Triple H voulait asséner un sledgehammer. L'Undertaker l'a senti venir. Il voulait prendre le sledgehammer. Et il voulait faire avec un acte dangereux, l'Undertaker. Sauf qu'il se fait atomiser les boules. Tentative de pedigree. Undertaker se relève. Et après ça, ça va se terminer au finish dans le coin. Car je me rappelle que Triple H aura fait des séries de coups de poing dans la tempe du Deadman ou de l'American Badass, appelez ça comme vous voulez. Et bien c'est là où l'Undertaker fait un Last Ride Powerbomb pour la victoire. Donc c'est victoire de l'Undertaker. Et maintenant je passe au DVD de Mick Foley. Alors là je me rappelle qu'il y avait le documentaire de Mick Foley. Et que si je crois bien, il récapitule un peu son histoire, voilà. Et aussi comment il est devenu le commissaire de Raw, donc qui gère, on va dire, un petit syndicat du côté de Raw. Il nous parle de son passé très hardcore et de ses, on va dire, exploits, petit exploit, parce qu'il ne faut pas croire que Mick Foley, il a énormément gagné, il ne faut pas croire ça, il a pas que gagné, il a aussi énormément perdu. Et que c'est ça ce qui a permis de se rattacher à ce personnage, car ce personnage est attachant, il a du cœur, malgré qu'il n'a pas non plus un physique hors norme, il n'a pas non plus une bonne tête de quelqu'un qui est parfait, on va dire ça comme ça. Bref, c'est quelqu'un qui a énormément souffert aussi, que ce soit dans le ring, bien sûr, que dans sa vie privée. Dans sa vie privée, il n'y a aucun souci, tandis que sur le ring, il en a fait des sacrifices. Il en a fait. Jusqu'à ce qu'il atteigne le poste de commissaire, auquel il va devenir ultra délirant, en allant dans les lieux où il peut prendre des décisions à l'amiable, et que les personnes qui veulent une chance ou un rematch, quand c'est pas un titre en jeu, qu'il faut avoir un match revanche, eh bien il fallait le voir dans différents endroits, que ce soit sous le parking, dans les chiottes, dans une cave, il y a quoi encore, je sais bien qu'il est allé un peu partout dans l'aréna, n'importe quelle aréna où il est allé, eh ben, il avait des différents QG, et c'était lui qui prenait des décisions, certes un peu loufoques, mais il faisait très bien, quoi. Donc rien d'autre spécial, si ce n'est que ça parle au niveau de son côté commissarial, voilà. Au moins vous le saviez. Et ça, je sais pas si c'est... Ah oui, attendez. Ça c'est pour les... Allez, les thèmes songs de sa musique. Je me rappelle, il y avait la musique de Mankind avec l'autre musique de Mick Foley, qui sont les mêmes en plus, mais pas les différents, on va dire, images, car dans celui de Mankind, eh ben, il y a, on va dire, quand il se lance du Hell in a Cell, quand c'était l'Undertaker qui lui avait balancé, quand il avait remporté le titre WWE, quand il avait formé avec le Rock à la Rock and Soul Connection. Et après, il y a le clip de Dude Love, le clip de Mick Foley en tant que commissaire, voilà. On a vu toutes les images, j'ai vu toutes les images en tout cas.
Mais sinon, dans le documentaire, rien d'autre à dire, si ce n'est que j'ai tout retracé ce qu'il y a eu, pardon. Et que là, c'est que pour les musiques, tout simplement. Et que là, un match que j'ai beaucoup trop dit, oui. Mankind contre Shawn Michaels à In Your House Mad Games en septembre 1996 ou 96, si vous préférez ça. Eh ben, dans un match qui a été normalement été sans aucune disqualification, et pourtant il y a eu la disqualification à la fin, parce que les deux hommes avaient utilisé des objets, et pourtant il n'y a pas eu de disqualification, vraiment aucune. Et que je me rappelle que Michaels piétinait aussi Mankind en le prenant le tapis d'extérieur du ring. Donc il le jette sur lui, il va le piétiner. Ou encore ce fou, il va prendre une fourchette, il va se planter dans le genou, dans la jambe pour que ça fonctionne. Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait et qu'il fallait régler le problème. Bref, il est malade. Et qu'on sait qu'il est capable de crier comme une truie. Il est capable de crier comme ça. Il est capable aussi de s'arracher les cheveux, tel un psychotique profond qu'il est. Mais bon. Donc passons au finish. J'avais dit que c'était victoire de Michaels, mais en fait je m'étais un peu trompé dans la première ou deuxième, troisième vidéo. Car il y a eu la disqualification. Donc en gros c'est victoire de Michaels par disqualification. Et après ça, ben, Paul Bearer donne un coup de urne dans la tête de Michaels. Et Mankind, il fait un mandible claw et il demande à Paul Bearer de faire ouvrir la porte du cercueil. Mais sauf qu'en ouvrant le cercueil, il y avait Undertaker qui s'était caché dedans pour attraper Mick Foley. Et ça s'arrête ici. Ça s'arrête vraiment ici. En description, comme j'ai dit. Là, un match que je n'ai pas noté. Je ne pense pas déjà l'avoir noté. Mankind contre Stone Cold Steve Austin. À Raw en novembre 96. Donc oui, Raw is War. Donc oui, Raw était déjà en guerre. Et que... je ne sais pas si c'est, on va dire, avec une stipulation... Je ne pense pas du tout, mais en tout cas, c'était, on va dire, de la bagarre à l'état pur. En connaissant Austin, c'est sûr c'est de la bagarre et peu de technique. Même Mick Foley, hein, des fois, il va aller dans la bagarre et dans le hardcore. Donc, quand il mélange les deux, ça fait, on va dire, un genre de cocktail explosif. En plein match, surtout. Et comment vous dire au sujet de ça? Ah, c'est dur à dire, parce que celui-là aussi, j'ai pas trop eu le temps de mieux me lancer dans le match, en sachant que, ouais, je pense que c'est peut-être Austin qui remporte avec un stunner, même si Foley a tenté le mandible claw, il avait peut-être pas encore le double arm DDT. Bonne question, c'est très bonne question. Mais je peux pas vous en dire plus. On va dire que c'est victoire de Stone Cold Steve Austin, parce que entre Mankind et Stone Cold, c'est rare quand Steve Austin remporte un match face à Mankind, et c'est rare que Mankind remporte le match face à Steve Austin. Mais sans trop prendre de risques, je lui mets un 3,50. Directement, je mets un 3,50. Et là maintenant, à Halftime Heat, en janvier 1999, Mankind contre The Rock. Alors, la stipulation, c'était... Ils peuvent se battre partout, vraiment partout. Et que la principale, on va dire, intérêt de ce match, c'est qu'il n'y a personne. Donc c'est avec des chaises vides, personne est à l'arène, à part les commentateurs, que ce soit les McMahon, Shane McMahon, et Vince aussi. Même Briscoe et Anderson, Patterson, pardon, et pas Anderson. Briscoe et Patterson étaient présents, après quelques équipes techniques qui étaient là.
Et qu'ils se sont battus énormément partout, que ce soit dans la cuisine, dans les vestiaires, dans le parking, même dans les gradins, dans la rampe d'entrée. Bref, ils se sont donnés à cœur joie pour se battre n'importe où, vraiment n'importe où. Et c'est quand même drôle à voir. Rien qu'à voir qu'ils se battent n'importe où et que le Rock fait un peu traîner dans la boue Mankind. Quand je dis traîner dans la boue, ça veut pas dire qu'il y a eu de la boue, mais on va dire il le fait traîner n'importe où, il le fait valdinguer n'importe où. Et que Mankind reste quand même terre à terre, il ne lâche pas l'affaire et il n'abandonne pas à ce point-là. Par contre, Elftime, je ne sais pas si c'est un PPV ou un show télé, mais je ne sais pas grand-chose sur ça. Il faudrait peut-être que je mène mon petite enquête pour voir si c'est un PPV ou non. Mais il me semble pas que c'en est un. Et que si je crois bien, un coup que Mankind voulait faire son Mandible Claw, bien sûr il se prend un coup dans l'entrejambe. Et un peu plus tard, Mick Foley ramène un transporteur à palette où il y avait les grosses bonbonnes, je pense. Non, je pense pas qu'il y avait les grosses bonbonnes. Mais en tout cas, il gagne pour la victoire, parce que les épaules étaient au sol, malgré qu'il y avait les palettes qui empêchaient The Rock à bouger. Donc, victoire de Mankind. Ce match-là, je sais pas si j'ai déjà noté, mais je mets 3... 3... Le 3,50 aussi. Car... Par contre, ils ont mélangé. Oui, ils ont mélangé. What the fuck, ils ont mélangé. Ouais, je vais revenir à ça. Car j'ai quand même bien adoré, malgré qu'il n'y avait pas de public. Et que ça convient quand même. Ça convient quand même. Parce que oui, je suis quand même assez dur dans la manière de mes notations. Je le sais. C'est pas comme si je dois les mettre un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Car ce n'est pas un top 10 que je fais, mais un top 5. En termes de chiffres, de termes de match. Donc, allez, je vais droit au but. Over the Edge, en mai 1998, donc 98. Dude Love contre Stone Cold Steve Austin pour le titre de la WWE. Donc c'est un In Your House, bien sûr, dans le Over the Edge. Et McMahon était pas loin d'arnaquer Stone Cold. Hein. Il était vraiment pas très loin, car il s'était pointé et qu'il s'est installé en prenant une chaise, en voyant le match, en première loge, pour voir la défaite de Steve Austin. Mais Steve Austin ne va pas perdre son titre, car c'est un truc que ne voulait pas comprendre. Attendez, on va dire. Ah non, non. Ça c'était dans. Ça c'était dans Unforgiven. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, excusez-moi. C'était là où McMahon était en arbitre spécial. Oui, d'accord. Oh putain, qu'est-ce que je raconte? Excusez encore une fois de si peu. Donc il était en arbitre spécial. Et que c'était, on va dire, le genre match revanche. Car l'autre match, il y a eu un no contest, alors que pour Steve Austin, c'est lui qui remporte la confrontation. Mais bon. Et que si jamais il fallait mettre un arbitre KO, eh ben, il n'y aurait pas, on va dire, de validation. Donc c'est pour ça que McMahon s'est mis en arbitre, pour voir si Austin aura du cran de le frapper. Car s'il frappe, eh ben, il se fait disqualifier. Et pourtant, les disqualifications et Austin, bah, ça n'a pas de sens pour Steve Austin, vu comment il en a rien à foutre de perdre son match. Mais par contre, s'il fait perdre son titre, ah, la boulette. La boulette, comme dans les dîners de cons. Donc il va pas se laisser perdre son titre, car il va être encore champion pour raviver les foules. Et après une erreur, si je crois bien, Dude Love prend une chaise et assène normalement un coup de chaise sur Stone Cold, mais sauf qu'il aura visé Vince McMahon. Et du coup, l'arbitre est KO. Et si je crois bien, ça permet à Steve Austin de faire un stunner et de prendre le bras de Vince McMahon pour faire valider le compte. Donc en faisant 1, 2,
Pouah, comme ça, en le prenant son bras. Donc victoire de Steve Austin, oui, je sais, ça fait 2 fois. Même s'il y en a un que je me trompe sûrement, mais au moins je l'ai dit directement. Et ensuite, l'infâme match où il y a un match en cage avec un LNSL où il y avait à l'extérieur des Rottweilers. Donc, ils ont ramené des gros chiens. Si jamais il y en a qui sortent, eh bien, ils se font, on va dire, aboyer et mordre par des chiens. Et que Mick Foley, lui, il était aux commentaires. Il était aux commentaires. Donc, il n'apparaît même pas dans le match. Il est aux commentaires entre Al Snow et Big Bossman. Donc, on connaît bien l'histoire de Pepper, comme quoi il a été tué par le Bossman et donné à manger par Al Snow. Et ça, c'est complètement dégueulasse. Parce que le délire de South Park est passé par là. Et résultat de ce match, parce que je vais pas être tendre avec ce match-là, que j'ai pas envie de m'y intéresser à ce point-là, vu comment je l'ai vu 2 fois, et en regardant 2 fois, ben c'est pas terrible en fait. Même s'ils veulent faire aller dans des grosses prises un peu de la technique, mais c'est l'une des pires rivalités. Honnêtement, c'est l'une des pires rivalités auxquelles je n'accroche pas. Et que c'est Al Snow qui remporte le match en s'échappant de la cage et puis en sortant par la porte de Hell in a Cell. Je me rappelle que le Bossman, lui, s'était échappé par le toit et Al Snow, ben, lui, par la porte, en premier. Donc c'est Al Snow qui remporte la confrontation et il aura su venger la mort de Pepper, même si ce pauvre Chihuahua n'était pas mort, car ils avaient mis en scène, mais ce mise en scène est de très mauvais goût, et il vaut mieux l'éviter, car c'est pas quelque chose d'intéressant. En description, ce match-là, en description. Voilà, direct. Et que j'ai exactement tout dit sur ce Tekken classique. Donc voilà ce que j'en dis de ça. Et je vais directement conclure. Les 2 documentaires, les matchs, les bonus et l'ensemble. Oui, l'ensemble. Je lui mets un 3,70. Allez, 3,70, ça peut changer. Parce que les autres Tagged Classics, j'avais mis un 3,60, mais là c'est 3,70. Ok, ça n'a, on va dire, rien de spécial. Je sais que mes vidéos et ma façon de faire des reviews n'a peut-être rien de spéciaux, mais au moins je suis là pour vous en parler. Je suis là pour vous en parler. Et que maintenant, je conclue cette vidéo directement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.